Le prince regarde la jeune fille et frissonne. Maria était devant lui, même profil, même trait, même couleur des yeux. Pratiquement le même visage. Seulement, c'était un visage très différent, celui de Louise de Vaudemont. Il pensa longtemps à cette similitude sur le chemin de Cracovie, où Henri Valois allait devenir le nouveau roi. Et il se souvint à nouveau de la jeune fille, alors qu'il avait déjà revêtu la couronne française. Louise est née en 1553 et appartenait à la puissante famille Lorraine. C'était une véritable Cendrillon, la fille d'un noble, mais elle perdit sa mère très tôt. Elle eut bientôt une belle-mère, Jeanne, mais c'était une femme aimable et bienveillante. Elle donna la vie à 6 de ses propres enfants, mais n'oublia pas l'orpheline Louise, elle devint amie. La jeune fille reçoit une excellente éducation et, à l'âge de 10 ans, elle est amenée à représenter la cour. La belle-mère lui chuchote des conseils sur qui doit s'incliner, comment répondre correctement et qui peut passer sans se faire remarquer. Mais Jeanne meurt en 1568, et le père, agité, se marie pour la 3e fois. C'est alors qu'une dame très différente prend la direction de la maison. Catherine est déterminée et peu aimable. L'énergique seconde belle-mère, qui n'a que 3 ans de plus que sa belle-fille, détruit tous les ordres précédents. Modeste et tranquille, Louise n'avait pas l'habitude de se battre et ne savait pas comment se défendre. Catherine sent qu'elle n'obtiendra pas de réponse et inonde littéralement la jeune fille d'affirmations sans fin et d'accusations sans fondement. L'atmosphère dans le château de Noménie devient insupportable. Il se trouve qu'en se rendant à Cracovie, en Pologne, le 4e fils du roi de France, Henri, a passé la nuit sous le toit de la famille Lorraine-Vaudemont. C'est en exilé qu'il se rend à l'Est, à contre-cœur. En France, il laisse derrière lui l'espoir du bonheur, sa bien-aimée Marie de Clèves. Lorsqu'il franchit le seuil de Noménie, la surprise le saisit. Parmi ceux qui l'accueillent, une jeune fille le bouleverse. Le même visage que Marie. C'est Louise. Le trouble du prince puis ses regards en direction de Louise lors de la réception du soir n'échappe à personne. Catherine s'efforce d'attirer l'attention sur elle. Elle rit, bavarde, plaisante, et Henri ne lui répond que distraitement. Lorsque le prince s'en va, la belle-mère laisse tomber sur sa belle-fille une nouvelle portion de créance, et qu'a fait Louise pour que le roi de Pologne, même s'il n'est pas encore couronné, ne la quitte pas des yeux? La jeune fille n'a rien à répondre. Elle ne connaissait pas l'histoire de l'amour d'Henri Valois pour la femme du prince de Condé. Mais Louise s'avoue mentalement qu'elle est incroyablement éprise de ce beau jeune prince, sans 5 minutes de souveraineté. Elle a maintenant une petite lueur d'espoir. Chaque fois que Catherine se mettait en colère, elle pensait à cette courte visite et se sentait un peu plus chaleureuse. Le changement est très proche. 1 an plus tard, le roi de France meurt et Henri Valois est désormais l'héritier légitime du trône. Il abandonne la Pologne et se précipite à Paris pour revendiquer sa couronne. Et il fait des projets. Maintenant, il peut libérer Marie. Seul le ciel se moque parfois de nos ambitions. Henri rentre en France trop tard. Marie n'est plus là. Le choc du jeune roi est si grand que sa santé mentale est sérieusement remise en question. Mais lorsqu'Henri reprend ses esprits, il prend une décision. S'il ne pouvait pas avoir Marie elle-même à ses côtés, qu'il laisse son ombre. Son image. Il sait où trouver une telle fille, parmi les filles de la famille Lorraine. Louise est immédiatement sollicitée. La mère du roi, Catherine de Médicis, tente de s'y opposer, une épouse trop petite pour le nouveau souverain. Mais Henri est inflexible. Si Louisa accepte de l'épouser, l'affaire est réglée. Dans le cas contraire, il ne se marierait jamais. Catherine de Médicis n'a pas l'habitude de se faire rabrouer aussi fermement, mais dans ce cas, elle préfère accepter le choix de son fils. Mieux vaut cela que de le voir s'enfermer dans les chambres et, jour et nuit, ne pas les quitter. Le 13 février 1575, Henri est donc couronné et, 2 jours plus tard, il épouse Louise de Vaudemont. Il y a longtemps que l'on n'avait pas connu en France une reine aussi simple et modeste. Son mari la comblait de cadeaux, mais elle soulignait toujours qu'elle pouvait se contenter de quelque chose de plus modeste. Elle passait beaucoup de temps dans les temples, s'engageait constamment dans la charité et faisait preuve d'une patience infinie à l'égard de son mari et de sa belle-mère. Même le cœur de Catherine de Médicis s'est dégelé. Après tout, la belle-fille n'a pas essayé de faire de la politique. Henri n'était pas un mari exemplaire,
mais il a toujours traité Louisa avec un respect et une attention incroyables. Hélas, après de nombreuses tentatives, la reine ne parvient pas à donner naissance à un héritier pour la France. Les médecins ont compté pas moins de 4 fois où Louise était en poste, mais cela n'a abouti à rien. Patiemment, la reine enchaîne les pèlerinages, accompagne le souverain aux terres mériens. Louisa est présente à toutes les cérémonies aux côtés d'Henri, mais avec le temps, ils deviennent plus amis qu'époux. Bien que sa propre famille se soit disputée avec le roi, Louisa a toujours été aux côtés de son mari. Cette loyauté est également appréciée par Catherine de Médicis, qui laissera plus tard à sa belle-fille son château favori de Chenonceau. En 1589, Henri III est victime d'une conspiration. Portant un voile blanc, comme les reines du passé, Louise de Vaudemont s'installe à Chenonceau. Elle y vécut pendant 11 ans, se remémorant les événements de sa vie. Et toujours avec chaleur et gratitude à propos de son mari. Louise de Vaudemont l'aimait, tout en comprenant la raison de son sort royal. Tout ce qu'elle avait, c'était le même visage. Le même visage avec une autre femme. Merci d'avoir regardé ce film.